Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le théâtre vous a offert vos plus grands bonheurs, à la scène comme à la ville. Un immense acteur a marqué votre vie, comme la nôtre, Jean-Pierre Marielle. À son timbre reconnaissable entre mille, vous ajoutez aujourd'hui des lettres pleines d'amour. Bonjour Agathe Natanson. Bonjour. Alors c'est vrai que vous publiez Chantons sous les larmes, des lettres d'amour à Jean-Pierre Marielle, avec qui vous avez vécu pendant des années. C'est aux éditions du Seuil, on va en parler. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de parler de votre parcours et de celui de Jean-Pierre Marielle avant de parler du livre. Très bien. Et la première date que j'ai trouvée qui vous concerne, c'est le 18 août 1966. C'est votre premier au théâtre ce soir, Les Jours heureux de Claude-Henri Puget. Oui, absolument. Oui, oh là là, je me souvenais plus que c'était en 1966. Et effectivement, c'était une première expérience qui était formidable parce qu'à la fois c'était sur scène et à la fois c'était sur le petit écran. Donc c'était bien. Et en plus, c'était une des premières émissions de théâtre ce soir. Oui. On pensait que ça durerait 8 semaines. Robert Manuel avait prêté Marigny à Pierre Sabat pour 8 semaines. Oui. Et c'était pas encore rodé comme ça a été rodé ensuite. Oui, après ça a duré des années, et les gens étaient ravis. Et même maintenant, je crois que ça repasse sur certaines chaînes et les gens sont toujours enchantés. Ils trouvent ça désuet, mais charmant. Voilà. Mais en même temps, c'était pas simple de faire du théâtre à la télévision pour une représentation à l'époque. Non, alors on répétait pas mal, je me souviens plus, mais enfin on répétait comme si on allait jouer la pièce, et puis un peu plus intensément les derniers jours, parce qu'il y avait aussi les caméras quand même qui filmaient tout ça, ou qui répétaient aussi, et puis voilà, et puis on se lançait, mais il y avait un public qui était invité, je crois, c'était pas un public payant, et qui était ravi, qui faisait la queue, qui venait, et on était très chaudement applaudis. Et les places avaient été fournies à l'époque par la Sécurité sociale à des retraités et qui profitaient de ça avec bonheur. Mais c'était bien. C'était très bien. C'était une bonne opération. Et la formule s'est développée puisqu'après il y avait 3 pièces en même temps à répéter. C'était pas simple du tout. Non. Et parmi les acteurs, il y avait un producteur aujourd'hui qui est Jean-Claude Linière. Oui, tout à fait. Qui débutait dans la comédie. Bien sûr. Alors, vous avez joué, je crois, à 5 reprises au théâtre ce soir, parce que jouer la comédie, Agathe Natanson, ça a toujours été le métier de vos rêves. Oui, alors, au départ, je voulais être danseuse. Voilà, le vrai métier que j'aurais aimé faire, c'était être danseuse. Et puis, je devais entrer comme petit rat à l'école de l'opéra. Et à l'âge, je sais pas, 10 ans, comme tous les petits rats. Et puis, j'avais un père qui était très sévère. Et il a dit non, il n'en est pas question. C'est pas, voilà, bref. Donc, il a mis son veto. Et là, comme moi, ce que j'aimais, c'était intéresser ma famille et en faire un public. Et bien du coup de la danse, je suis passée à la comédie et en chantant aussi, en faisant plein de choses sous la table comme ça, qui était un vrai petit théâtre. Et puis il s'est trouvé que mes parents se sont séparés. J'ai passé mon bac et en même temps que je passais mon bac, les 6 derniers mois, j'ai préparé le concours du conservatoire, du conservatoire national, et j'ai eu beaucoup de chance parce que le bac était en juin, et en septembre, j'entrais au conservatoire du premier coup, ce qui était miraculeux. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et là, je suis allée voir un danseur étoile de l'opéra, quand même, Attilio Labis, pour ne pas le nommer, et je lui ai demandé, voilà ce qui m'arrive, je suis prise au conservatoire d'art dramatique, mais moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est la danse. Alors, est-ce que si je travaille 24 heures sur 24, je pourrais être danseuse un jour? Il m'a dit non, c'est trop tard, le corps n'est plus prêt à être danseuse, en tout cas de très haut niveau. Mais vous avez eu d'autres réussites, Agathe Natanson, puisque je crois que vous êtes sortie du conservatoire avec un 2e prix de comédie classique, un 2e prix de comédie moderne et direction de la comédie française. Voilà, absolument. Donc, j'ai pas été malheureuse. J'ai été très heureuse. Surtout que petite, alors à partir du moment où on m'a dit que donc non, je n'allais pas être danseuse. Enfin, en tout cas, je pouvais pas continuer dans cette voie-là en étant adolescente. J'allais beaucoup au Français voir des spectacles. Et alors là, je me suis dit, je serais balayeuse à la comédie française. Et puis de balayeuse, je me suis dit, non, je serais habilleuse. Et puis d'habilleuse, je me suis dit, non, ce que j'aimerais, en fait, c'est être comédienne. Et finalement, vous êtes entrée. Oui. Et l'une des premières pièces que vous avez jouées, je crois que c'est La Commère de Marivaux. Non, je veux pas vous contrarier, mais non, en fait... Et Don Juan.
Et Don Juan, voilà, c'était Don Juan parce que Antoine Bourseillet voulait une Charlotte très 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 jeune, donc il m'a même débauché pendant que j'étais encore au conservatoire pour que je vienne jouer cette Charlotte avec Roussillon qui était Pierrot. Voilà. Il y a eu le prince travesti. Oui. Et donc ensuite, la commère de Marivaux. Voilà, la commère de Marivaux. Et ça, c'était extraordinaire parce que la commère de Marivaux, c'était une pièce qui n'avait jamais été jouée et qu'on a retrouvé, que Françoise Seigné avait retrouvé dans les archives. Donc c'est elle qui en a fait la mise en scène. Et le personnage que je jouais, qu'elle m'a confié, s'appelait Agathe. C'est assez drôle. Et d'ailleurs, Marivaux n'a pas eu toujours de la chance avec ses pièces, puisque sa première pièce, L'amour et la vérité, a été un échec. Et il a déclaré à cette époque-là que la pièce l'avait ennuyé plus qu'un autre, puisqu'il en était l'auteur. Oui, c'est drôle. Alors, il se trouve que quelqu'un vous remarque un soir dans la salle, c'est Claude Jansac. Oui. Qui était déjà Madame de Funès à l'écran. Voilà, exactement. Donc, elle me remarque. Je dois. À l'époque, j'avais fait une couverture de télé 7 jours. Donc, elle montre cette couverture de télé 7 jours à la femme de Funès, à Madame de Funès, qui dit mais oui, pourquoi pas. Et c'est comme ça que j'ai joué dans Oscar, parce que Madame de Funès était contente de moi. On écoute. Le générique de ce film, et jouer avec Louis de Funès, c'était un privilège, c'était pas simple non plus. Vous savez, j'avais... je sais pas, 18 ou 19 ans, enfin j'étais très très jeune, donc on a quand même l'insouciance de la jeunesse. Il y avait une sorte de joie qui ne me quittait pas depuis que j'étais au conservatoire et que je commençais ce métier-là. Donc j'étais sur un petit nuage, donc à ce moment-là, on ne se rend pas compte de ce qui est facile, pas facile. De Funès était adorable avec moi, donc vraiment j'avais aucune raison d'être particulièrement intimidée ou stressée ou quoi que ce soit. Donc non, j'arrivais sur ce tournage qui était comme une vraie maison. Et j'arrivais comme dans ma vraie maison et j'étais juste heureuse. Voilà. Non, De Funès était adorable, c'était un monstre de précision dans les scènes. Mais Oscar, il le connaissait bien, puisque je crois qu'il l'a joué 600 fois au théâtre. Mais la pièce n'a pas été créée par De Funès, contrairement à ce qu'on dit, mais par Pierre Bondy et Belmondo. Oui, c'est ça. Et exactement. Vous l'aviez vue au théâtre, cette pièce ? Non, je ne l'avais pas vue. Je ne l'avais pas vue. Donc vous êtes la fille de Funès et de Claude Jansac. Voilà, je suis la fille, exactement. Et c'est vrai que ça vous a... Ça vous a donné un plus pour votre carrière immédiatement. Complètement, ça m'a lancé, c'est un grand mot, mais oui, ça a permis que les choses s'enchaînent d'une façon magnifique. Après, j'ai joué dans plein de choses, j'ai surtout tourné une très très jolie série qui s'appelait La Maison des Bois de Maurice Pialat, qui était vraiment magnifique et qui a eu beaucoup de succès. Et donc tout ça s'est enchaîné avec un bonheur incroyable, et c'est pour ça que j'étais légère comme un petit oiseau. Hein. Alors, vous avez été aussi l'une des dernières à jouer au Théâtre des Ambassadeurs avant sa fermeture, avant qu'il devienne l'Espace Cardin. C'était une pièce de Fulbert Janin. Oui. C'est malin. Oh là là, oui, vous êtes très 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 au courant, avec Bernard Blier, voilà, qui m'avait gentiment pris sous son aile et qui faisait une sorte de père du métier. Vous savez, à l'opéra, les danseurs ont des petites mères et des petits pères. Et Bernard Blier, c'était mon petit père de théâtre, et Micheline Boudet était ma petite mère de théâtre. Et Bernard Blier était un grand amateur de bonne cuisine. Je ne sais pas si vous le savez. Oui. Il lui arrivait d'aller dans un restaurant prendre l'entrée, de payer, d'aller dans un autre pour le plat de résistance et faire la même chose dans un troisième. Ça, je ne savais pas, mais c'était très drôle. En tout cas, il nous invitait de temps en temps à dîner chez lui, et c'était très très bon. Alors, et les Ambassadeurs, en fait, c'est un théâtre mythique à la Concorde, puisque ça a été le premier café-concert qui a existé au 19e siècle, quand on a mis le gaz sur les Champs-Élysées. Ah oui, je ne savais pas, vous voyez, j'apprends. Et puis vous avez été aussi, il faut le savoir, un pionnière du dîner de cons. Oui, aussi. Donc là, j'ai joué effectivement dans le dîner de cons, et là, c'était absolument un bonheur, parce que d'abord, je m'entendais très bien avec Claude Brasseur, très bien. Qui jouait le personnage. Voilà, et puis je m'entendais très bien aussi avec Villeray, évidemment, et c'était magnifique, parce que on pouvait rester tous les soirs en coulisses, aller regarder jouer, et c'était vraiment une leçon de comédie. Comment êtes-vous arrivé dans cette aventure qui commençait ? Alors, comment suis-je arrivée dans cette aventure ?
littérature, si, je sais, j'avais joué avec Belmondo au Théâtre des Variétés, Tailleur pour Dames. J'avais fait un remplacement, j'avais remplacé Virginie Pradal dans Tailleur pour Dames, et puis donc je me suis très bien entendue avec Belmondo, tout ça s'est très 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 bien passé. Et après, quant aux variétés, Francis Weber, oui, je me trompe pas, je confondais avec Jacques. Francis Weber a monté donc son dîner de cons, il m'a engagé pour jouer dedans. Mais à l'époque, c'était une pièce qui débutait, qui marchait pas très bien au début, qui a très bien marché ensuite. Oui. Mais c'était pas évident que ça devienne un classique. Non, c'était pas évident, mais Villeray était tellement merveilleux et en faisait tellement un personnage poétique, drôle, touchant, que forcément ça ne pouvait que toucher le public. Et à l'époque, les dîners de cons, l'idée était venue à Francis Weber quand un soir il était invité à dîner par Jean Castel, ouais, et qui avait organisé un dîner de cons. Oui, c'est ça, oui. Oui, qui organisait. Je crois que c'était un des thèmes récurrents de chez Castel, oui, effectivement, où ils organisaient des dîners de cons. Donc après, il s'en est servi. Et puis, vous avez eu le privilège, Agathe Nathanson, de tourner avec Charles Bronson et Anthony Perkins. Oui, ça c'était aussi merveilleux. D'abord, j'ai tourné à Londres, que j'adore, qui est une ville que j'adore. Et puis aussi, c'était extraordinaire de tourner avec Anthony Perkins, Charles Bronson et la femme de Charles Bronson, qui Jill Ireland, je crois. C'est ça, oui. Et donc oui, ça avait été magnifique. J'étais restée un mois là-bas, ça avait été superbe. Mais j'ai eu un début de vie magnifique. Ça s'appelait Quelqu'un derrière la porte, oui, je crois, ce film. Et puis quelqu'un ensuite vous a ouvert la porte de son cœur. Et on va en parler dans quelques instants à travers une autre date, oui, le 14 décembre 1999. Voilà. À tout de suite sur Sud Radio avec Agathe Nathanson. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Agathe Nathanson. Nous parlerons tout à l'heure de Chantons sous des larmes, aux éditions du Seuil, une série de lettres d'amour très émouvantes à Jean-Pierre Mariel, qui a été votre mari, oui, pendant des années. Et si je parle du 14 décembre 1999, c'est parce que c'est la première de cette pièce. Cacher le testament, vous taire et réfléchir, ce que vous avez fait instinctivement, ce que j'aurais fait à votre place aussi. Le Nouveau Testament, et il entre sous les applaudissements. Et je crois que c'est à l'occasion de cette pièce que vous avez rencontré Jean-Pierre Mariel. Non, je ne veux pas vous contrarier, mais on s'était rencontrés un peu avant. Oui, mais vous n'avez pas remarqué. Ah non, il y a eu 2 fois. Il y a eu une fois où effectivement, il ne m'avait pas remarqué, il ne m'avait pas calculé du tout, même, je dois dire. C'était dans le hall du Théâtre des Variétés où je venais voir je ne sais plus quelle pièce, lui aussi. Bref, on nous présente, il ne me calcule pas, comme on dit maintenant. Et puis, 2 ans après, c'est 2 ans après que je l'ai rencontré pour de vrai, si j'ose dire, à une soirée que Jean-Paul Belmondo avait donnée pour la 100e du Tailleur pour Dames. Donc à ce moment-là, il y a la 100e. Moi, je voulais pas y aller, j'étais pas en forme. Enfin bon, vous savez, comme quelquefois on se dit oh non, ça me barbe, je vais pas y aller. Lui non plus. Et puis il s'est dit oh quand même, c'est mon copain. Il trouve une place juste en bas du Théâtre des Variétés, donc il se gare et il vient à la fête. Et voilà, et on s'est rencontrés à la fête. Voilà. Alors en revanche, c'est la première fois que je joue au théâtre avec lui dans le Nouveau Testament. Oui. Parce que là, et cette pièce, Guitry l'a joué au théâtre en 1936. Il a tourné le film dans la foulée. Oui. Il a conservé, ce qui est rare, les décors du théâtre pour tourner le film, oui, en 6 jours exactement. Oui. Moi, je trouve que c'est une très très jolie pièce, profonde, émouvante, touchante, drôle aussi. Et j'adorais Jean-Pierre dans ce rôle. Voilà. Alors, vous n'emmenez pas large au début parce qu'il y a quand même Françoise Fabian, Pierre Vernier et Jean-Pierre Mariel. Il faut trouver votre place. Oui, alors il y avait surtout Jean-Pierre Mariel parce que quand on répétait donc tous les deux, puisqu'en gros la majorité de mes scènes étaient avec lui, donc on répétait, on travaillait un peu ensemble, ne serait-ce que pour se dire le texte et le mémoriser, et il me reprenait tout le temps et il me disait tout le temps non mais tu vas pas le jouer comme ça. Non mais tu vas pas le jouer comme ça. Donc il me reprenait tout le temps. Donc là j'étais terrorisée. Oui, au début j'ai été terrorisée. Et parce qu'il était très dur, très précis. Très exigeant. Alors, exigeant. Je crois que votre premier rendez-vous, c'était pour la Saint-Valentin, un thé chez Mariage Frères. Exactement. C'est drôle, en plus. Vous savez tout, oui, c'est drôle. C'est-à-dire qu'on s'était rencontrés, et puis quelques jours avant, et là, il me rappelle dans la nuit, on se rencontre, il me rappelle à 4h du matin, en me disant, mais je suis complètement perdue, je suis complètement troublée, donc j'ai perdu mon chemin, je n'arrive pas à rentrer chez moi à 4h du matin, quand même. Oui. Je n'arrive pas à rentrer chez moi. Il avait écrit mon numéro de téléphone sur son bras, comme les ados.
stylo avec un feutre. Donc il me dit, je n'arrive pas à rencontrer. Je lui dis, écoutez, vous allez retrouver. Il habitait tout près de chez moi. Moi, j'habitais dans le 15e, il habitait Boulogne. Donc c'était quand même très très près. Bref, il finit par retrouver sa maison. Il me rappelle le lendemain, il me dit, quand est-ce qu'on peut se voir? Alors moi, je fais un peu la coquette quand même. Je dis, écoutez, là demain non, après-demain non, après-demain non, mais après oui. Le 14, je suis libre. Donc si vous voulez, on peut se voir le 14. Et là, c'était très très mignon parce qu'il m'attendait en bas de chez moi et il avait un petit bouquet de violettes, comme par hasard, sont mes fleurs préférées. Il l'avait deviné. Et il avait aussi ce que j'ai absolument trouvé adorable, parce que c'est quelque chose que j'adore, des petits carnets et des stylos très mignons d'une boutique qui n'existe plus, mais qui vendait de la très jolie papeterie, et j'aime la papeterie. Donc il avait quand même deviné que j'aimais tout ça sans que je ne lui en ai rien dit. Oui, c'était renseigné auprès de vos amis. C'est possible. Peut-être. Alors, il se trouve donc, la première fois, je crois que vous êtes allé chez lui, c'était un peu l'élève qui va voir le professeur au conservatoire. Oui, absolument. J'ai sonné. C'était un appartement assez austère, vraiment un appartement très très masculin, avec un très beau jardin. Et j'ai sonné. Effectivement, j'avais l'impression d'être une élève qui venait prendre un cours avec un professeur qui allait lui préparer son concours de conservatoire. Et d'ailleurs, on a joué à ça, on s'est amusé à ça. Et je crois aussi qu'il y a eu un film qui a compté, c'est I Love You, tout le monde dit I Love You, de Woody Allen, que vous avez vu avec lui à la Pagode. Oui, c'était notre premier film ensemble, donc c'était prémonitoire quand même, le titre était bien, et on est allé à la Pagode effectivement, et on a vu ce film ensemble. Et tout le monde dit I Love You, en fait le titre vient d'une citation des Marx Brothers dans le film Plume de cheval. Ah bon? Oui. Oh, quelle érudition. Il se trouve aussi qu'il y a eu le mariage, mais l'idée du mariage pour Jean-Pierre Marielle, ça ne marchait pas, il n'en voulait pas au départ. Non, mais moi non plus, je veux dire, je sortais quand même d'un divorce assez calamiteux, donc je n'étais absolument pas... Oui. Lui aussi? Oui, pas prête du tout à refaire ma vie, même à penser à vivre avec quelqu'un. Enfin, j'étais avec mes 2 enfants, j'étais très bien, c'était calme, voilà, tout allait très très bien. Puis bon, il y a eu cette rencontre, effectivement. Alors au début, on n'a pas tout à fait vécu ensemble parce que lui, il avait un fils qui était encore jeune et qui venait très régulièrement chez lui. Donc quand son fils était là, je laissais la place et moi, j'allais chez moi où j'avais aussi un fils un peu plus âgé qui m'attendait. Donc tout ça était bien équilibré. Et puis Jean-Pierre, effectivement, était pas du tout pour le mariage, et parce qu'il pensait que dans le mariage, quand on se mariait, il y avait toujours l'un des deux qui prenait le pouvoir. Donc apparemment, c'était plutôt les femmes qui avaient pris le pouvoir dans ses précédents mariages. Donc c'était pas du tout son truc, et moi c'était pas du tout non plus une chose à laquelle je pensais. Et puis un jour, on était à table et j'avais fait du haddock, et il me dit en mangeant son haddock, je vais t'épouser. Comme ça. Donc comme ça. Alors est-ce que c'est le haddock? Est-ce que c'est... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors j'ai ri évidemment beaucoup, et j'ai dit d'abord je réfléchis un petit peu, et puis si jamais on se marie, on fait une grosse fête, parce que moi j'avais jamais fait de fête pour mon premier mariage, donc voilà. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et je crois que vous êtes mariée à Florence. Et du coup on s'est mariés à Florence parce qu'on aimait beaucoup l'Italie, beaucoup Florence, et comme ça nous a permis d'inviter une quinzaine d'amis, et j'ai organisé ça comme un petit voyage organisé, et c'était charmant, vraiment charmant. Et vous avez acheté les alliances sur le plus vieux pont de Florence, qui a été construit en 1345, le Ponte Vecchio. Oui, ça c'est un vrai cliché quand même, mais bon, on a joué le cliché. Et puis ensuite, il y a eu une fête quand même à Paris, à Édouard VII. Oui, dans le théâtre de Bernard Murat. Donc, Zana Murat, qui était mon témoin, a organisé, avec moi, toutes les deux, on a organisé une très grande fête avec un buffet italien, forcément, puisqu'on s'était mariés à Florence. Et du coup, Jean-Pierre a pu inviter tous ses amis qui étaient très contents, je crois, pour lui. Et moi, j'ai pu inviter aussi tous mes amis. Donc, c'était très, très gai. Il y avait évidemment beaucoup de comédiens, mais c'était très gai, sauf que Jean-Pierre aimait pas ma robe. Enfin, je pense qu'il était tellement intimidé et tout ça par tout ça que au dernier moment, non, la robe, ça n'allait pas. Et puis finalement, ça a été très bien. Voilà. Et puis, vous lui avez réservé une surprise. Écoutez. Le Big Bang de Claude Bolling. Oui. Le Big Bang, Claude Bolling est venu à votre mariage? Oui, Claude Bolling est venu avec ses musiciens et ils accueillaient à l'entrée du théâtre. C'est eux qui faisaient l'accueil de tout le monde.
Comment vous avez obtenu ça? C'était pas simple? C'était un ami, enfin Jean-Pierre le connaissait, Ouais. puisque Jean-Pierre, vous le savez, était fou de jazz. Donc évidemment, Jean-Pierre le connaissait, donc je ne sais plus comment je me suis débrouillée pour retrouver ses coordonnées, pour le contacter et pour lui demander s'il voulait bien faire la surprise à Jean-Pierre, et il est venu tout de suite. Voilà. Il faut dire que le big band, c'était vraiment le bonheur de la vie de Bolling. Souvent, il me expliquait qu'il avait demandé 10 fois, 20 fois des subventions au ministère de la Culture, ça ne marchait pas, et ça a été, si j'ose dire, sa danseuse. Ah oui. Parce qu'il a été le dernier à faire un vrai big band. Ah oui, c'était de magnifique. jazz. Ouais. Alors, c'est vrai que le jazz, ça a toujours été l'autre passion de Jean-Pierre Mariel, et il vous a initié au jazz. Voilà, exactement. Exactement, parce que moi, c'était une musique que je ne connaissais pas. Je connaissais bien la musique classique, un peu la variété, mais je ne connaissais pas le jazz. Donc, je l'ai suivi parce qu'il adorait aller dans les clubs, le Bill Bocquet, le New Morning, tout ça. Il aimait beaucoup y aller, donc évidemment, je le suivais. Et au début, j'étais intriguée parce que c'est quand même une musique d'abord particulière quand il y a beaucoup d'improvisation. Et puis, Jean-Pierre était totalement habité par cette musique-là. Donc, petit à petit, j'ai observé, j'ai regardé et j'ai appris à aimer. Et d'ailleurs, il parlait souvent de Louis Armstrong, qu'il avait vu dans les caves, je crois. Oui, parce qu'avant, enfin, il y a très longtemps, donc, sous le Vieux Colombier, le théâtre du Vieux Colombier, donc, qui se trouve rue du Vieux Colombier, il y avait un club de jazz, où les gens venaient pour écouter du jazz, danser le bebop, et tout ça, c'était sous le Vieux Colombier. Et effectivement, il est venu plusieurs fois à Paris, Louis Armstrong, en 48, pardon. Il est venu à la salle Pleyel et c'était un véritable événement où le tout Paris a découvert Louis Armstrong, qui était beaucoup plus d'ailleurs connu à cette époque en France et en Europe qu'aux États-Unis. Ah oui? Et puis il y avait aussi Kenny Clarke qui avait laissé un joint. Oui, là c'était une anecdote que Jean-Pierre adorait raconter, c'est-à-dire que c'était au Bill Bocquet, et au Bill Bocquet, donc on descendait pour entrer dans le club de jazz, on descendait quelques marches, et donc il y avait le chambranle d'une porte, et un jour Jean-Pierre s'appuie sur ce chambranle de porte et il trouve un joint qui n'était pas fini, et c'était donc il en parle tout ça et tout, et en fait c'était Kenny Clarke qui effectivement fumait des joints et laissait ses joints quasiment, le mégot du joint, il le laissait sur le chambranle de la porte. Donc ça ravissait Jean-Pierre. Oui, il n'a pas fini le joint quand même. Non. Il a eu d'autres façons de faire un tabac. Et on va en parler avec une autre date, le 18 avril 1994. A tout de suite sur Sud Radio avec Agathe Natanson. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Agathe Natanson pour ce livre Chantons sous les larmes. Des lettres d'amour à Jean-Pierre Mariel que nous évoquons, avec qui vous avez été marié. Vous êtes marié à Florence, on l'a raconté. Oui. Donc on continue à évoquer la carrière de Jean-Pierre Mariel à travers une date, le 18 avril 1994. C'est son premier, je crois, seul trophée, un Molière, pour le retour, une pièce de Pinter. Qui était une pièce absolument magnifique. La pièce est magnifique. Et l'interprétation générale de ce spectacle était superbe. Il y avait Jean-Pierre était superbe dans le rôle, mais il était entouré d'une troupe de comédiens qui était formidable. C'était Bernard Murat qui avait fait la mise en scène. Et il y avait Marie Trintignant, il y avait Guillaume Depardieu, il y avait François Berléand, il y avait Roger Dumas. C'était un spectacle époustouflant. Oui, et ce qui est étonnant, c'est que parmi les nommés cette année-là, il y avait Jacques Villeray. Pour le dîner de con, vous jouiez. Oui, c'est drôle, oui. Alors, je crois qu'il a été nommé 7 fois au César sans jamais en recevoir un seul. Non, mais je pense que ça l'a jamais atteint. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'il n'était pas un acteur de tombola. Voilà, oui, exactement. Voilà. Et en son fort intérieur, je crois qu'il a toujours préféré le théâtre au cinéma. Je crois qu'il aimait les deux. Juste pour revenir aux récompenses, on lui avait aussi proposé un César d'honneur. Oui. Il a dit non, je prends pas de César d'honneur parce qu'on meurt dans l'année. Donc il a refusé le César d'honneur à cause de ça, et ce qui était vrai d'ailleurs pour certains nommés ou nominés, je sais plus comment on dit. On dit nommé. Nommé, voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire Oui, il préférait le théâtre au cinéma. Je pense qu'il aimait les deux. Je pense qu'il aimait les deux, mais c'est vrai qu'il avait un vrai plaisir au théâtre. Il aimait il aimait la scène, il aimait les coulisses, il aimait les répétitions, il aimait l'idée de troupe, la petite troupe qu'on forme quand on joue assez longtemps. Surtout que c'était une époque quand même avant où les gens jouaient beaucoup, pas 3 mois, ils jouaient 1 an, 2 ans, 3 ans s'il le fallait.
Bien sûr. Et alors, il se trouve qu'au conservatoire, lui, comme Jean Rochefort, les professeurs avaient déclaré « Vous ne serez que des troisièmes rôles, voire des seconds rôles ». Et ça l'avait un peu déprimé à l'époque. Oui, c'est-à-dire, et surtout, on leur avait dit « Vous jouerez les vieux. Vous jouerez quand vous serez vieux. Oui. » Mais avant, bon, finalement, ils s'en sont bien sortis parce qu'ils ont tourné avant. Mais c'est vrai qu'ils jouaient pas les grands jeunes premiers, ça c'est sûr. Ils jouaient pas. Donc, ils jouaient au début, effectivement, des seconds rôles qui, de plus en plus, sont devenus des premiers rôles. Oui, et je crois que Jean-Paul Belmondo est pour beaucoup dans tout cela. Au début. Oui, au début, oui, parce qu'effectivement, Jean-Paul Belmondo, qui est devenu une vedette très rapidement, donc, effectivement, aimait bien aussi avoir ses copains dans les films avec lui. Oui, c'est ce qu'on appelle la fameuse bande du conservatoire. Voilà, c'est ça. Donc, quand ils ont commencé à tourner Week-end à Whitcott et tout ça, effectivement, Belmondo a dit je voudrais mes copains avec moi. Voilà. Et ça n'a pas posé de problème au metteur en scène qui a accepté, car Belmondo était déjà une vedette. Voilà. Alors, il a aussi fait du cabaret à ses débuts. Oui, il faisait du cabaret avec Jean-Pierre Darras. Je me demande, avec Guy Bedos bien aussi. Sûr. Je me demande s'il n'y avait pas Noiret aussi. Bien sûr. Et donc, ils avaient des vies de fous parce qu'ils faisaient souvent, ils faisaient de la radio le matin. L'après-midi, ils répétaient, enfin le matin et l'après-midi, de la radio parce que c'était très important à l'époque. Puis ils répétaient et puis ils allaient jouer. Ils répétaient où ils allaient jouer. Et après la représentation, ils faisaient du cabaret, donc ils avaient des vies de fous. Oui, et souvent d'ailleurs après passer de la grande scène du TNP par exemple au petit cabaret comme l'Écluse, c'était un passage presque obligé, mais un bonheur pour eux. Mais un bonheur pour eux parce que c'était totalement différent. Puis je crois aussi qu'ils avaient bien besoin de gagner leur vie et qu'à l'époque les cachets ne devaient pas être mirifiques. Donc si vous voulez, ça comblait, ça ajoutait. Et puis c'était un autre exercice et ils s'amusaient aussi énormément dans cet exercice-là. Pour être précis, ils touchaient 15 francs exactement de l'époque, dans une enveloppe avec une fleur dessus. Ah bon? Oui. C'est drôle. Quand ils étaient au cabaret? Oui, au cabaret. D'accord, oui. Alors, ce qui est aussi extraordinaire avec Jean-Pierre Mariel, c'est que sa voix est unique, elle est inimitable, à part par Laurent Gérard. et c'est vrai que c'est une particularité et qu'il a toujours cultivée avec soin. Cultivé, je sais pas, je pense pas que c'était cultivé, c'était sa marque de fabrique. Il avait effectivement à la ville comme à la scène cette voix-là. Il cherchait pas particulièrement à, comme on dit, faire de la voix. C'était sa voix. Et puis, au début, il a quand même fait que des seconds rôles. Il y a même un film Slogan où Jane Birkin et Serge Gainsbourg se sont rencontrés. Il a tourné dedans et il a été coupé au montage. Ah bon? Oui. Ah oui, mais je savais pas. Oui. Et donc, c'est vrai qu'au départ, c'était un maximum de second rôle. Oui, au départ, il a fait beaucoup de second rôles. Alors, je ne sais pas à partir de quel moment il a commencé à avoir des premiers rôles. Les Galettes de Pont-Aven, très très certainement, ont été quelque chose qui l'a propulsé. Enfin, ça l'a propulsé. Mais il y a un autre film aussi qui l'a propulsé. Que la fête commence. Ah, c'était avant les Galettes? C'était avant les Galettes. Oui, que la fête commence. Oui, avec Monsieur de Poncadec. Voilà. Et donc, je crois que c'est Jean Rochefort qui a organisé un déjeuner dans un restaurant parisien, à la Coupole, avec Jean-Pierre Mariel pour lui présenter Bertrand Tavernier, que c'est né de ça. Ah oui, peut-être, oui. Et il m'avait pas raconté ça. C'est un film très important pour lui. Oui, c'est un film qu'il aimait énormément, très important pour lui. Et puis, il est devenu très ami avec Bertrand Tavernier. Donc, enfin, c'était une vraie collaboration. Il s'appréciait beaucoup. Et puis, Tavernier aimait beaucoup le jazz aussi. Enfin, tout ça, le cinéma, le jazz, tout ça, c'était un langage commun. En fait, ce film, personne n'en voulait au départ. Aucun producteur n'en voulait. Et le premier titre du film, c'était pas Que la fête commence, mais La grande dame du royaume. La productrice n'a pas aimé ce titre et a changé pour le plus grand bonheur du comédien et des réalisateurs. Elle a eu raison d'ailleurs, parce que c'était Que la fête commence, c'était un très 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 bon titre. Alors, le problème avec Jean-Pierre Mariel, c'est l'angoisse pendant un tournage, je crois, Agathe Tanson. Il était très méticuleux. Oui, c'est-à-dire que quand il était en tournage, il y avait vraiment que ça qui comptait. Tout le reste disparaissait. Le tournage était très important et c'est surtout le travail était très important. C'est-à-dire qu'il ne laissait rien au hasard. Par exemple, si j'ai 2 minutes, je vous raconte une anecdote sur Que la fête commence. Donc, c'était un jour de tournage. Il pleuvait, il faisait gris. Enfin bon, c'était quand même très très compliqué. Jean-Pierre était à cheval, donc il s'habille, on l'habille, tout ça, très bien. Et puis, on le met en place pour le plan, assez loin, puisque c'était une cascade, enfin pas une cascade, mais une balade à cheval. Et puis, tout à coup, donc, le Tavernier dit moteur et Jean-Pierre dit non, stop.
on arrête. Ah bon, mais pourquoi Jean-Pierre, tout étant prêt tout... Il dit non, ça va pas du tout. Il faut l'habilleuse. Je veux l'habilleuse. Alors on appelle l'habilleuse. Il dit bon, alors il faut complètement me déshabiller. Je n'ai pas la sous-chemise de la sous-chemise de la sous-chemise qu'il faut pour le personnage. Je n'ai pas mon costume en entier, donc je veux la sous-chemise de la sous-chemise de la sous-chemise parce que sinon le personnage n'est pas vrai. Voilà. Et il avait peur de mal faire, je crois. Il était perfectionniste. Et même dans son bureau, il travaillait chaque rôle en cherchant son personnage. Ah oui, il avait un petit bureau. Enfin, il y a toujours d'ailleurs son petit bureau à la maison. Et effectivement, il s'enfermait. Il avait fait faire une porte très épaisse pour ne pas entendre ce qui se passait dans l'appartement et puis pour être aussi lui isolé des autres. Et il apprenait ses rôles et il répétait seul avec lui-même dans ce petit bureau. Et le côté cavalier, ça venait d'où? Parce que personne ne savait au départ qu'il faisait du cheval. Je pense que c'est Rochefort. Oui, exactement. Voilà. Passionné de... Voilà. Rochefort, il a suivi Rochefort. Voilà. Les deux étaient vraiment inséparables. Ah oui. Et je crois qu'il y avait des coups de téléphone à la maison avec Rochefort ou Belmondo qui duraient des heures. Oui, des heures dans ce fameux petit bureau. Il s'enfermait et j'entendais des éclats de rire à travers la cloison voilà. Et il s'enfermait. J'ai des photos très drôles où on voit Jean-Pierre, moi, entrant dans le bureau et je le photographie, éclatant de rire avec Jean-Paul ou Jean au téléphone. Je crois qu'ils avaient fait tous les deux beaucoup de bêtises au conservatoire, Jean-Pierre Marielle et Belmondo. Oui. Je crois qu'un jour, ils ont joué une pièce de Paul Claudel en la modifiant, et Paul Claudel était là, il ne le savait pas. Ah, peut-être, oui. Ah, c'était terrible. Hein. C'est terrible, oui, c'est terrible, surtout Claudel. Voilà. Et puis, d'ailleurs, je crois qu'ils ont joué ensemble à Marigny pendant les travaux du conservatoire. Ils jouaient les plaideurs, je ne sais pas si vous le savez. Et Marielle avait un faux crâne de chauve qui bougeait sans arrêt. Et Belmondo faisait des additions sur scène. Ah oui, là aussi, ça s'est très très mal passé. Oui, ils étaient partis en tournée. Je crois qu'un jour, ils étaient partis en tournée et Jean-Paul a oublié de venir jouer. Était en tournée, il a oublié que c'était une représentation le soir et il était à Paris pendant que les autres étaient dans le train. Et alors? Je ne sais plus comment ça s'est terminé, mais enfin bon, ils pouvaient avoir des anecdotes comme ça. Mais ils riaient beaucoup tous les trois, c'était presque des grands enfants. C'était pas presque, c'était des grands enfants. Alors, les galettes c'est ce qui faisait leur charme aussi, et ce qui faisait leur talent. Les Galettes de Pont-Aven, ça a aussi été un succès, mais curieusement, ce film a été un échec commercial avant de devenir culte. Mais ça a été un rôle très important pour Jean-Pierre Marielle. Ah oui, pour Jean-Pierre, d'abord, je pense qu'il s'est énormément investi dans le rôle, parce que le rôle lui plaisait énormément, vraiment énormément. Et d'ailleurs, on le voit, parce que sans aimer beaucoup le rôle et sans s'investir énormément, on peut pas jouer ça. C'est quand même extrêmement délicat pour avoir une telle sincérité dans certaines scènes. Il faut quand même être très, très investi par le rôle. Il jouait un personnage qui était un citoyen banal en quête d'identité et de bonheur, ce qui n'était pas du tout facile à jouer. Non, c'était pas facile, surtout que c'était un personnage qui était dans l'excès par rapport à ses rapports amoureux, dans l'excès dans la boisson, et jouer l'excès sans être ridicule, c'est compliqué. Et vous aviez vu ces films avant de le rencontrer, Jean-Pierre Marielle, Agathe Tanson? Alors, j'avais vu évidemment certains de ces films. Je pense que je n'avais pas vu Les Galettes de Pont-Aven. J'avais vu Tous les matins du monde. J'avais vu Que la fête commence. J'avais vu Les Grands-Ducs avant de le rencontrer. Et voilà, si vous voulez, et j'avais vu Le Retour évidemment. Je regrette, il y avait un Claudel magnifique qu'il a joué. C'était pas Le Soulier de satin. L'autre Claudel qu'il a joué, oui. Le titre m'échappe, et ça je l'ai pas vu, avec Nicole Garcia, et je crois que c'était Didier Sandre, je crois que c'était un spectacle magnifique que je n'ai pas vu. Donc pour répondre à votre question, oui, j'avais vu certains de ces films, mais quand je l'ai rencontré et quand je suis tombée amoureuse, c'était pas de l'homme de théâtre, c'était de l'homme tout seul. Alors parce que l'homme de théâtre, c'était un personnage, il s'est créé un personnage un peu lâche, un peu xénophobe, petit à petit au fil des années. Non, il s'est pas créé, c'était les metteurs en scène qui lui demandaient de jouer ça, parce que Jean-Pierre était tout le contraire de ça. Je veux dire, c'était pas quelqu'un de xénophobe, c'était pas quelqu'un d'homophobe, c'était pas quelqu'un de raciste. Donc c'était tout le contraire de ce qu'il a pu jouer dans Coup de torchon, par exemple. D'où la difficulté de jouer ces personnages. Oui, absolument. Mais aussi le plaisir de jouer ces personnages qui sont qui sont le contraire de ce qu'on est. Alors, il y a eu aussi à ses débuts la compagnie Grenier-Husneau, qui était une des premières compagnies de théâtre. Et je crois qu'il a fait une audition en même temps que Jean Rochefort à ses débuts, et à la Fontaine des 4 saisons, qui était dirigée par Pierre Prévert. Wow, oui, c'est ça. Vous en savez des choses. Oui, absolument. Et ça, c'était vraiment les débuts. Ça, c'est leur tout début. Je pense que c'était la sortie du conservatoire. Quasiment. Exactement. Et ils ont été engagés pour L'amour des 4 colonels. Oui, et je crois qu'ils se sont bien amusés. Je crois qu'il y avait Roger Carrel aussi, et je crois qu'ils se sont bien amusés. Alors, il y a une anecdote qui est racontée. En fait, tous les soirs, je crois que Jean-Pierre Marielle prenait la lotion
pour les cheveux de Roger Carrel, je ne sais pas si vous le savez. Non. Il l'empruntait et un jour Carrel remplace sa lotion par un mélange d'huile et des sucres. Ah bon? Ce qui fait que les cheveux poisseux de Jean-Pierre Mariel avant la pièce, c'était pas évident. Ah oui. Et furieux, il rentre dans la loge le lendemain avec un tuyau d'arrosage pour arroser Carrel. La porte s'ouvre et c'est l'habilleuse qui a tout pris. Et aussi, il y avait une anecdote, je ne sais pas comment ça s'était passé, mais Jean Carrel avait fait celui qui un jour s'était pendu dans sa loge. Oui. Donc ils ont ouvert la porte de la loge et ils ont trouvé Carrel à l'homme sosie. Enfin, je ne sais pas ce qui s'était passé. Enfin bon, et voilà, il n'arrêtait pas. Je crois qu'il n'arrêtait pas. Je crois qu'on ne peut plus imaginer ça aujourd'hui. Non, hélas. c'est plus possible. Alors, il se trouve qu'il lisait beaucoup de textes, Jean-Pierre Mariel, mais il n'acceptait pas tous les rôles. Non. Non, très souvent. D'ailleurs, en général, quand on lui présentait, enfin, quand on lui envoyait un texte, il le lisait, il disait, ah non, ça c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. Il appelait le metteur en scène, ou il disait à son agent, non, mais écoutez, là, il y a Claude Rich qui jouera ça très très bien, ou il y a un tel qui jouera ça très, mais moi, c'est pas pour moi. Il avait coutume de dire non au départ. Oui, et puis quand quelque chose l'emmerdait, il n'hésitait pas à le dire, et quitte à sortir d'un théâtre pendant une pièce... Oui, ça a été plutôt embarrassant, mais effectivement, quand il s'ennuyait au théâtre, quand il s'ennuyait trop au théâtre, il avait du mal à le supporter, ou quand c'était pas assez bien joué à son goût, il pouvait effectivement sortir au milieu de la pièce. Et il allait au bar voisin. Il allait au bar voisin, ou au bar du théâtre, s'il y en avait un, discuter, voire plus, avec les ouvreurs. Alors, moi, je crois qu'obtenir de lui une interview relevait de la performance. Il n'aimait pas les interviews, Jean-Pierre Mariel. Ça dépendait, il pouvait y prendre du plaisir. Si le journaliste s'y prenait bien, il pouvait y prendre du plaisir et passer un très bon moment avec le journaliste. Si le journaliste était maladroit, et c'est vrai que c'était pas évident parce qu'il pouvait être un peu intimidant, Jean-Pierre. Donc un jeune journaliste qui arrivait à la maison et tombait sur Jean-Pierre un peu froid, un peu distant, ça pouvait être difficile pour lui. Voilà. Il y a quand même eu de bons moments, et puis un autre bon moment qu'on va passer avec vous, c'est en parlant de ce livre, Chantons sous les larmes, sorti le 22 mars 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Agathe Natanson. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Agathe Natanson. Donc on a évoqué votre parcours, votre rencontre avec Jean-Pierre Mariel, et le 22 mars 2024, presque 5 ans après le départ de Jean-Pierre Mariel, vous publiez Chantons sous les larmes aux éditions du Seuil. Oui. Ce sont des lettres d'amour à Jean-Pierre Mariel. Pourquoi avoir fait ce livre aujourd'hui ? En fait, on m'avait demandé, assez peu de temps après le départ de Jean-Pierre, si je ne voulais pas écrire un livre sur lui. J'ai dit non, je peux pas écrire un livre sur lui. Non, je peux pas. Et moi, j'aime écrire des lettres. J'ai toujours écrit des petits bouts de lettres partout, même à Jean-Pierre, dans la maison, enfin, à Paris, tout ça, je lui écrivais des lettres, ou quand il était en tournée, ou quand il était en tournage. Donc, j'aime écrire des lettres. Donc, quand il est parti, j'ai commencé à écrire des petits bouts de choses comme ça, sur des petits carnets, des petits bouts de papier, enfin n'importe où, une nappe de restaurant et tout. Et j'avais déjà écrit un tout petit livre qui s'appelait L'art de ne pas être grand-mère, qui donnait un peu mes impressions de jeune grand-mère quand j'ai été grand-mère. Et donc l'éditrice très gentiment m'a dit, mais Agathe, vous voulez pas écrire quelque chose? J'ai dit, écoutez, la seule chose que je pourrais peut-être essayer de faire, si vous voulez, c'est quelques lettres. Donc je lui ai donné quelques lettres, ça lui a plu et elle m'a dit continuez. Donc j'ai continué et comme ça me faisait du bien et je continuais à être en contact totalement avec Jean-Pierre, j'ai continué à écrire des lettres qui évidemment aussi étaient là pour raconter ce que c'est que d'être veuve, parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est que d'être veuve. On est totalement amputé, ça ne se voit pas. Alors les 6 premiers mois, il y a évidemment beaucoup d'empathie de la part de l'entourage, et puis il y a un moment, comme on a l'air tout à fait normal, coiffé, maquillé, debout, marchant et tout ça, on oublie que vous êtes amputé, on ne le voit plus du tout, et donc la vie continue à être normale alors qu'elle est plus du tout normale. Oui, c'est presque un guide de veuve mode d'emploi pour celles qui subissent ce genre de drame. Voilà, parce que quand je parle à d'autres veuves, elles sont exactement les mêmes impressions que moi, et bon, elles les ont pas écrites, mais c'est vrai qu'on est une race à part, en quelque sorte, quand on est veuf ou veuve. Alors, on découvre d'abord les hypermarchés et les passes Navigo. Oui, alors, entre autres, oui, parce que bon, passe Navigo, parce que mon train de vie a beaucoup changé, donc maintenant j'ai le passe Navigo et ça va très bien. Et puis aussi, les hypermarchés, c'est que tout à coup la mauvaise heure, la vraiment mauvaise heure, c'est entre 7h et 8h du soir, 6h30, 7h du soir, parce qu'on rentre chez soi, la maison est totalement vide, la nuit commence à tomber, c'est le crépuscule, c'est quand même pas
toujours facile à vivre, même quand on va bien. Là, quand on va pas bien, c'est terrible. Donc, moi, en tout cas, je errais dans les supermarchés. Je erre encore. Et puis, je regarde le caddie des autres, les autres qui ont des familles, des maris, des enfants. Et puis, je crois que votre quotidien est presque fait de boîtes de sardines, parfois. Parfois, oui, parce que c'est vrai que tout seul, on n'a pas trop envie de se faire un plat mitonné. On se fait pas une blanquette pour soi tout seul ou un pot-au-feu ou même un plat végétarien. Donc, du coup, oui, voilà, comme il faut quand même bien un peu se nourrir de temps en temps. Et la boîte de sardines est salvatrice, il faut bien le dire. Alors, ce livre s'intitule « Chantons sous les larmes » parce qu'il y a quand même de l'espoir, parce que chaque matin, Agathe Tanson, il faut se remettre en selle avec un nouveau projet. Oui, voilà, je pense qu'effectivement, enfin moi, ce qui m'a sauvée, indépendamment de ma famille, enfin de mes enfants, de mes petits-enfants qui ont été très proches, et de quelques amis qui ont été absolument magnifiques, beaucoup d'amis même, l'idée c'est d'avoir des projets, tout le temps des projets. Alors moi, il se trouve que j'étais depuis quelques années dans une fondation qui fait des levées de fonds pour la recherche pour la maladie d'Alzheimer. Donc j'étais déjà organisatrice de galas, ça s'appelle la FRA, Fondation Recherche Alzheimer, et donc ça m'occupe beaucoup, parce que je fais des galas, je vais dans des endroits où il y a des conférences et j'apporte mon témoignage, quelquefois mon témoignage d'aidante, Jean-Pierre ayant eu la maladie. Donc oui, voilà, je suis très investie dans des choses qui doivent remplir ma vie absolument. Et puis vous faites aussi quelques voyages du souvenir. J'ai aussi des voyages. D'abord, j'ai toujours adoré voyager. Donc, quand Jean-Pierre est parti, très vite, je suis allée toute seule dans des villes européennes, surtout pour les marchés de Noël, parce que j'adore les marchés de Noël. Et puis, ce goût-là m'a un peu quittée. Et donc, maintenant, je repars en voyage, effectivement, plutôt dans les villes qu'on a déjà visitées ensemble, ou les pays qu'on a visités ensemble. La Tanzanie que vous évoquez dans votre livre. Oui, par exemple, la Tanzanie. C'est un voyage incroyable, ça. Ça a été un voyage incroyable, la première fois avec Jean-Pierre, il y a une vingtaine d'années. On a découvert ensemble avec nos enfants, tous nos enfants, la Tanzanie, et ça a été un éblouissement. Et l'été dernier, j'y suis retournée avec ma fille et ses enfants, et ça a été le même éblouissement. Et bizarrement, je me suis sentie extrêmement, au lieu d'être triste et nostalgique, je me suis sentie extrêmement proche de Jean-Pierre en retournant dans des endroits où on avait été si heureux. Et il y a une image de Jean-Pierre Mariel qui est étonnante, qui pourrait être celle d'un film que vous racontez, c'est ses tenues en Tanzanie. Oui, alors en Tanzanie, on s'était acheté, comme on nous avait dit, les tenues beiges, les tenues kaki, enfin les tenues de safari, puisqu'on faisait un safari. Et Jean-Pierre donc avait sa tenue, son chapeau, tout ça et tout. Sauf que lui, il faisait quand même chaud, hein, c'était en plein été. Donc lui, il additionnait tous les vêtements les uns sur les autres. Donc il se retrouvait avec des t-shirts, des sweatshirts, des gilets, enfin quelque chose d'invraisemblable qui nous faisait beaucoup rire. Oui, et il était aussi le symbole de l'élégance vestimentaire. Très. Par exemple, je n'ai jamais vu Jean-Pierre en pyjama. C'est-à-dire que Jean-Pierre, dès le petit déjeuner, était en pantalon et en veston. Et une chose très particulière aussi qu'il n'a jamais vue ou qu'il n'a jamais demandé, il ne voulait pas savoir quand vous étiez né. Non. Effectivement, quand on s'est rencontrés, il m'a dit « Je veux pas savoir ton âge ». Tu es plus jeune que moi. Et au début, on se vouvoyait. Il a dit, non, on va arrêter de se vouvoyer parce que ça fait Giscard d'Estaing. Donc, on s'est tutoyé. Et là, il m'a dit, je veux pas savoir ton âge. Et alors, du coup, je trichais un peu partout sur mon âge pour pas qu'il sache mon âge et partout où, effectivement, il aurait pu avoir accès à des papiers officiels. C'est Marie-Belle qui ne voulait pas donner son âge. Et un jour, Jean-Claude Brialy, dans un hôtel, est avec elle. Et il y a une affiche à remplir. Oui, bien sûr, oui. Donc, elle dit, je vais enfin savoir son âge. Et elle écrit nom Belle, prénom Marie, âge né, oui. Oui, c'est drôle. C'est extraordinaire. Ouais, personne n'a jamais su son âge. Ouais, mais c'était une époque où c'est vrai, bêtement, les gens cachaient beaucoup leur âge, oui. Maintenant, c'est fini avec Wikipédia, c'est difficile. Oui, il y a quand même des erreurs parfois sur Wikipédia. Oui. Alors, et vous avez aussi repris votre métier. Vous avez tourné dans Capitaine Marlowe, notamment. Oui. J'ai continué à jouer, un peu moins, mais José Dayan, qui est extrêmement bienveillante vis-à-vis de moi, m'a dit « Agathe, vous pouvez pas rester toute seule comme ça. Venez tourner dans les Marlowe, venez avec nous, restez avec nous et tout ça. » Donc, j'ai tourné dans des Marlowe et en plus, très, très gentiment, elle m'invitait pour rester plusieurs jours afin que je profite un peu d'un
d'un univers qui me sorte de chez moi, tout simplement, et du chagrin. Alors, dans ce livre qui est très émouvant, vous racontez aussi certaines choses qu'on ne sait pas sur Jean-Pierre Marielle, et vous évoquez cette maison de Précy dans Lyon, je crois que c'est dans Lyon, qui oui. est très important. C'était la maison de sa grand-mère, oui. Et ça a été aussi un lieu très important pour vous. Oui, c'était un lieu très, très, très vite quand j'ai connu Jean-Pierre, comme vous disiez, un 14 février Saint-Valentin. Je pense que 2 jours après, il m'a dit, il faut que tu connaisses tout de suite ma maison de campagne. Donc on est parti pour sa maison de campagne, la visite, la voir. Et effectivement, c'était une maison pleine de charme, une vieille maison de grand-mère, comme il disait, rénovée évidemment, mais dans laquelle il avait effectivement tous ses souvenirs d'enfant, les souvenirs de sa mère. Et pendant la guerre, il y a habité longtemps. Oui, et je ne sais pas si vous le savez, ça s'appelait Précy-le-Sec, je crois. Oui. Philippe Pétain, à l'école de guerre, et quand il enseignait, était surnommé Précy-le-Sec. Ah bon? Non, je ne savais pas. Je savais pas. Donc, et c'est vrai que tous ces souvenirs, vous les avez gardés aussi. Vous avez gardé beaucoup de choses parce que il était, et vous êtes très attaché à tous ces souvenirs d'une carrière incroyable. J'ai pas gardé beaucoup de choses matériellement, mais j'ai gardé en moi énormément de souvenirs que personne ne peut me prendre, jamais, et qui sont extrêmement beaux et touchants et tout simples, comme était Jean-Pierre. Oui, alors vous racontiez aussi dans ce livre sa phobie de la foule, notamment quand Jean-Pierre Marielle arrivait au Festival de Cannes. Oui, alors Jean-Pierre, il était très très charmant avec les gens qu'il reconnaissait dans la rue, dans les restaurants et tout ça. Il était très très charmant. Il y avait qu'une chose qui lui faisait peur, c'est quand la foule pouvait effectivement lui faire peur. Et quand on arrivait au Festival de Cannes, où on est allé plusieurs fois, vous savez, devant les hôtels, il y a une foule énorme qui crie les noms, Jean-Pierre, enfin bon, tous les comédiens qui passent, toutes les vedettes qui passent. Alors lui, il s'engouffrait vite dans l'hôtel, et alors là, c'était très 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 compliqué pour lui dire que non, on n'était pas venu pour passer 8 jours à l'hôtel enfermé dans la chambre, qu'il fallait absolument qu'on sorte, qu'il mette le smoking, qu'il aille et qu'on aille aux représentations auxquelles il était attendu. Et puis un matin, vous vous êtes dit, je vais changer de vie, je vais oublier les cimetières et me reconstruire, Agathe Tanson. Oui, parce que se reconstruire, non, parce que je serais toujours à moitié, il y aurait toujours une partie de moi qui est complètement détruite, mais à partir du moment où vous avez des enfants, vous êtes obligé d'être là. Enfin, je veux dire, la question se pose même pas de ne plus être là. Vous êtes là pour eux, pour la vie, pour ce qui continue encore. Donc oui, j'ai choisi de me rendre utile. Je pense que ça m'a rendu meilleure, bizarrement. Je crois que vous avez aussi participé à un séminaire de recherche où l'on scrute la mémoire des comédiens à Caen. Oui, effectivement, Qu'est-ce que c'est ? Je suis dans un protocole très 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 pointu pour l'INSERM à Caen, avec d'autres comédiens, Berléand et Thierry Lhermitte, entre autres, et Constance Dolé. Et l'idée, c'est de voir ce qui se passe dans la tête, enfin dans les cerveaux des comédiens quand ils apprennent des textes, et comment ils les redonnent après, au bout de combien de temps, et ce qui en reste très vite ou pas très vite. Et voilà, donc tout ça est sous électrode, sous ceci, sous cela. C'est très très pointu, et on est parti pour plusieurs années pour faire ce protocole-là. C'est passionnant. Ce qui aidera beaucoup de comédiens. Oui. Alors, vous avez fait aussi ce livre, Agathe Tanson, parce que finalement, c'est une façon pour vous de ne pas perdre encore plus Jean-Pierre Marielle, de ne pas le laisser seul. Voilà, exactement. D'une certaine façon, c'est pour continuer à ce qu'ils vivent avec moi, mais ça, c'était pas très compliqué, pour qu'ils continuent de vivre avec moi, mais qu'ils continuent aussi peut-être de vivre pour les gens qui l'ont aimé, et puis qui seront peut-être contents de le retrouver dans ce livre, avec nos deux vies mêlées, le chagrin et la douleur de perdre quelqu'un, et aussi la joie d'avoir connu cet homme-là. Oui, et avec un troisième personnage qui est maintenant avec vous, qui est un petit chien qui s'appelle Roméo. Voilà, un petit chien qui est entré dans ma vie. Je pense que Jean-Pierre l'aurait bien aimé, et qui fait que la maison est moins vide le soir quand je rentre, et puis qui m'accompagne partout. C'est un petit compagnon que j'adore. Et l'avenir maintenant, c'est aussi de reprendre un peu des rôles au théâtre, au cinéma. cinéma. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, ce livre, je pense, m'a servi d'une certaine façon de thérapie. Et j'ai tourné une page, non pas que j'oublie quoi que ce soit, mais une page qui était vraiment noire. Je pense que cette page maintenant passe au gris clair, et je vais, j'espère rejouer bien la comédie. Il y a bien d'autres pages à tourner, mais pour celles et ceux qui nous écoutent à travers ce livre, plein d'émotions, chantant sous les larmes, des lettres à Jean-Pierre Marielle, qu'on l'ait connu ou non, parce qu'on le découvre autrement. Bien sûr. C'est aux éditions du Seuil. Merci Agathe Tanson d'avoir écrit. Mais c'est moi qui vous remercie de votre accueil et de votre gentillesse. Et réciproquement. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.